CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio, l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous accueillons de nouveau le docteur Catherine Vuala qui va nous parler de médecine chinoise et de médecine moderne et plus précisément de l'aspect du développement de la médecine chinoise. Docteur Vuala, vous êtes médecin rhumatologue, spécialiste des maladies auto-immunes, vous pratiquez en médecine fonctionnelle et également en médecine naturelle, telle que la médecine traditionnelle chinoise, forcément, la phytothérapie clinique également. Vous êtes cofondatrice de l'Institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée à Genève, cofondatrice de l'école de médecine chinoise et vietnamienne Hoa Tien Giong, et pour finir, vous êtes vice-présidente de l'Institut européen des médecines naturelles et complémentaires et membre du comité scientifique et enseignant de l'AFIM, l'Académie des médecines fonctionnelles et intégratives. Docteur Vuala, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous les auditeurs. J'aimerais commencer par une citation de Mai Huang, qui est généticienne britannique d'origine hongkongaise, qui, en synthèse de ses recherches et publications, nous dit que les cellules communiquent par champs électromagnétiques, les molécules biologiques oscillent à certaines fréquences, l'organisme fonctionne comme un système cohérent, un peu comparable à un laser biologique. L'eau du corps est structurée, les protéines et membranes vibrent, les tissus forment un réseau électrodynamique cohérent. Et elle propose que la vie est un phénomène électrodynamique organisé. Et pour suivre, une citation de Paul Unschuld, qui est le directeur du pôle de recherche à l'Université de médecine de Berlin, qui, avec le gouvernement chinois, a déterré plus de 11 000 manuscrits. 11 000 manuscrits. Donc il n'y a pas que 3-4 livres Jing dans la médecine traditionnelle, mais 11 000. Il dit qu'il n'y a pas de médecine chinoise en tant que système de guérison fermé, car pendant 2 millénaires, il s'est développé aussi dynamiquement que la médecine en Occident. Ce qui nous emmène sur ma première question. Pourquoi avez-vous choisi, cher docteur Vuala, de pratiquer la médecine traditionnelle en plus de votre spécialité de rhumatologue ? Vaste question. En tant que rhumatologue, on fait un diagnostic de maladies ostéo-articulaires, souvent des rhumatismes inflammatoires comme le polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la spondylarthrite. Et on est amené à donner un traitement qui est un protocole standardisé correspondant à cette pathologie. Et dans les maladies inflammatoires, on va inhiber les voies de l'inflammation. Alors, il y a plusieurs voies de l'inflammation et on les inhibe en bloquant une molécule cible particulière d'une voie donnée. D'accord. Donc ça peut être l'IL-17, l'IL-6, l'IL-1. Bon, c'est des noms un petit peu techniques, mais pour dire que un traitement va bloquer une de ces maladies et ainsi toute la voie de l'inflammation correspondante. D'accord. Et alors le problème, c'est que des fois ça marche chez certains patients et d'autres fois non. Il faut à ce moment-là changer de traitement. Des fois on ne trouve pas de traitements qui peuvent soulager notre patient et donc en fait face à un patient donné on est très embêté parce qu'on ne sait pas à quel traitement il va répondre au préalable. Donc on donne un traitement, on en essaye un et ensuite si ça ne fonctionne pas on va vers un autre. Donc c'est très compliqué de cibler dès le départ si je comprends bien. Voilà, exactement. En fait on peut comparer une maladie à un lac on peut imaginer ces voies inflammatoires comme des rivières qui alimentent le lac. Lorsqu'on donne un médicament, on coupe une rivière, mais soit le niveau du lac baisse rapidement, ça veut dire qu'on a coupé la bonne rivière. Vous êtes sur le bon filon. Mais des fois, le lac continue à se remplir parce qu'il continue à être alimenté par d'autres rivières. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas... Donc, c'est pas la bonne filière, c'est ça ? Voilà, et on ne sait pas quelle est la rivière dominante chez un patient donné. On ne sait pas quel est le paysage qui a donné naissance aux rivières. Alors qu'il y a d'autres approches qui permettent d'avoir une idée, en fait, des déséquilibres qui ont préexisté à la maladie. Finalement, avec le traitement rhumatologique, on se trouve en bout de course en bloquant... Le traitement standard médicamenteux. Voilà, on se trouve en bout de course, on va bloquer la cascade inflammatoire. Mais par exemple, avec la médecine fonctionnelle, on sait que le déséquilibre immunitaire qui préexiste à l'inflammation peut provenir d'une hyperperméabilité intestinale, d'une carence en macroalimentation ou micronutritionnelle, un stress, un déséquilibre hormonal. Et puis, en médecine chinoise, on a aussi des manières de déterminer quel est le terrain, c'est-à-dire l'ensemble des déséquilibres qui ont préexisté à cette maladie.
Et donc, on peut agir là-dessus par différents traitements, l'acupuncture, la moxibustion, les ventouses, le massage Twina, la pharmacopée. D'accord, et la diététique, j'imagine. Donc, vous utilisez la médecine traditionnelle chinoise pour avoir, en plus de votre pratique allopathique et aussi en médecine fonctionnelle, donc en hormonothérapie, je résume un peu, vous utilisez aussi la médecine traditionnelle chinoise pour avoir une notion de terrain assez profond, assez précis de la personne, c'est ça ? Exactement. D'accord. Quels sont les fondements en fait de cette médecine traditionnelle chinoise ? Parce qu'on en parle souvent et puis vous évoquez souvent qu'elle est structurée à différents stades, de différentes manières, pour différentes époques, comme l'évoque Paul Hounschould d'ailleurs. Voilà, alors l'histoire de la médecine chinoise est l'histoire d'un modèle médical qui a évolué au fil des siècles. Ouais. Dans les premiers textes comme ceux du Boscheux, par exemple, il est décrit un système à 11 méridiens, c'est-à-dire 11 trajets énergétiques, les méridiens étant des zones du corps qui correspondent à une fonction physiologique. Et on est loin du système à 12 méridiens actuel. Par la suite, la médecine chinoise a été influencée par de nombreux paramètres, la vision de la nature, l'observation des cycles, de la croissance et de la décroissance du vivant, par la vision politique aussi, c'est-à-dire que le corps, à l'époque du confucianisme, était vu comme un mini-empire et ça a donné naissance aux grandes métaphores, le cœur et l'empereur, le poumon le ministre, la rate le grenier, le foie le général, etc. Et finalement, donc c'est calé, en fait, l'organisme est calé sur la société administrative. C'est ça, et les fonctions sont hiérarchisées et la santé est vue comme un respect de cette hiérarchisation par les fonctions et la maladie plus comme une rupture de l'harmonie entre les différentes fonctions. Donc on parle de moins 500 à peu près avant Jésus-Christ, Confucius à la louche. C'est ça. Et les puristes ne m'en voulaient pas. Et un tournant majeur a été marqué par la suite sous la dynastie des Han avec la rédaction du Wangqin et Qingsuan, le fameux classique de l'empereur jaune. Les savants de cette époque n'étaient pas seulement médecins, ils avaient aussi une vision cosmologique de compréhension du monde où ils expliquaient ce qu'était l'univers, par quelle force il était régi, quelle était la place de l'homme dans cet ensemble. Et c'était un cadre mental qui reliait la matière, l'énergie, la vie, le corps, la conscience, l'espace et le temps. Et la cosmologie, c'est ça. La dynastie des Han, si je me souviens bien, c'est entre moins 200 quelque chose et plus 200. Oui, c'est ça. D'accord. Et les savants ont eu l'idée d'intégrer le modèle médical à cette vision cosmologique. Et pour ça, ils ont utilisé une logique mathématique. D'accord. Qui est héritée des temps sumériens. Qui permettait déjà à cette époque de décrire l'espace et le temps. Oui. Et donc, ils ont projeté en fait l'espace et le temps sur le corps humain, donc grâce à la base 10 pour décrire l'espace. Donc, c'est ce qu'on appelle les 10 troncs célestes en médecine chinoise. Et ça se cale sur la boussole. Donc, c'est les 10 directions de la boussole. Ça correspond à la boussole. Donc le centre, nord, sud, est, ouest. Voilà, aller et retour. Le nadir, aller et retour. Et le zénith, aller et retour. D'accord. Et ils se sont servis de la base 12 pour structurer le temps. C'est ce qu'on appelle les 12 branches terrestres, ce qui a donné les 12 mois de l'année et les 12 périodes énergétiques de 2 heures qui structurent la journée et qui correspondent aussi chacune à un méridien. Et ça a permis d'aboutir au modèle à 12 méridiens actuels. Donc vous dites en fait c'est une projection de ce chiffre 12, de ce système duodécimal qui décrit la nature, les mois, les saisons, qui a été projeté sur le corps en fait. Voilà, et c'est là à mon avis que réside la plus grande puissance de la médecine chinoise, c'est d'avoir fait coller l'organisme humain à une réalité physique, puisque le corps en fait peut être vu comme une cristallisation à un moment donné de l'espace et du temps en mouvement permanent. Excellent. On n'a pas l'impression comme ça, on a l'impression de vivre dans un décor plus ou moins stable, mais en fait on est lancé à grande vitesse dans l'univers, puisque la Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil à 100 000 km/h et le Soleil tourne lui-même dans le système solaire, dans la galaxie autour du centre. Et donc, en fait, on est en mouvement permanent et chaque phénomène qu'on vit, chaque battement de cœur, chaque pensée, chaque sommeil survient, en fait, à un moment différent de l'espace. Et quand on voit l'être humain comme ça, ce n'est plus un objet figé sur une planète, c'est une structure dynamique en adaptation permanente dans un environnement cosmique en mouvement. On peut dire en fait que l'être humain, si je résume vos propos, c'est une unité d'espace et de temps. La vie, le vivant, c'est de l'espace et du temps. C'est ça.
C'est ça. C'est pour ça que la médecine chinoise, c'est une médecine mathématique complètement calée sur une réalité physique. Et donc, dans cette vision, l'être humain n'est pas du tout séparé de la nature et ça a permis d'interpréter les mouvements du vivant qui suivent les lois du monde extérieur. Donc, la chaleur dilate et accélère, le froid contracte et ralentit, l'humidité alourdit, les vents sont des systèmes de pression-dépression. Et donc, finalement, la médecine chinoise est devenue une véritable climatologie interne où les phénomènes du biologique sont décrits comme on peut expliquer les saisons, voilà, les vents, la température, etc. Et donc, finalement, la médecine chinoise, par la suite, a continué à évoluer avec, au fur et à mesure des siècles, avec une médecine très différente au Xe siècle, au XIIe, au XIVe, etc., parce qu'elle se construit progressivement. Et en parallèle, en Occident, avec les grandes dissections, les savants découvrent les vaisseaux, les organes, les nerfs, les grandes structures physiologiques. Et donc, finalement, on aboutit à deux types de médecine très différentes. Je vous propose qu'on reprenne ces deux types de médecine fondamentales, car pour l'heure, nous avons une autre page et nous retrouvons tout de suite sur Sud Radio dans La Santé demain. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, La Santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Catherine Viola qui nous expliquait que la médecine traditionnelle chinoise était fondée sur un système mathématique duodécimal, donc 12, et décimal 10. Donc le duodécimal 12 ramène à la phénoménologie, à la climatologie, au temps, aux 12 mois de l'année, 360 jours. Et l'espace, la boussole, aux 10 possibilités qu'offre cette boussole. Donc l'espace et le temps. Et je dois souligner que vous avez évoqué tout à l'heure que c'était d'origine mésopotamienne, parce qu'effectivement beaucoup de méthodologies, entre guillemets, qu'on appelle aujourd'hui chinoises, proviennent de Mésopotamie et de l'Orient. À ce sujet et à ce titre, le système duodécimal et décimal, quand on le couple, ça donne un plus petit multiple commun. C'est pas pour vous embrouiller, c'est juste pour mettre en évidence que le plus petit multiple commun de ces deux bases numérologiques donne 60. Ça donne 60 paires. Et c'est ces 60 paires qu'on retrouve aujourd'hui dans notre système de comptage du temps. 60 secondes, 1 minute, 60 minutes, 1 heure, et que la division du temps sur notre façon de le regarder est toujours timée sur 12 portions, de minuit à midi, 12, et de midi à minuit, 12. Donc on a gardé en fait ce calcul duodécimal des Sumériens et des Chinois antiques, on l'utilise tous les jours, c'est tous les jours sous nos yeux. On n'est pas passé au centième en fait. Oui, tout à fait. Donc vous étiez en train de nous expliquer également qu'il y avait une division en deux de cette médecine chinoise. Alors, il y a entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. C'est-à-dire que la médecine chinoise, en fait, est une vision médicale plutôt en termes de flux, d'équilibre, d'harmonie. Et la médecine occidentale est plutôt structurée autour de la précision anatomique. Donc, on a vraiment deux visions radicalement différentes. La médecine chinoise, par la suite, a encore été influencée par le communisme. Car vu qu'il y avait plein de courants différents et que le communisme essayait d'harmoniser et de simplifier, donc il y a eu toute une simplification de la médecine chinoise qui a été encore augmentée au moment de Mao Tse-tung avec, pendant la révolution culturelle, la persécution de beaucoup d'intellectuels qui ont ici été tués. Et ensuite, ils ont introduit un modèle simplifié de l'acupuncture qu'on appelle le modèle 58, qui est celui qui est actuellement enseigné dans les universités, qui se fonde encore malheureusement sur une vision très littérale des métaphores chinoises et qui est loin de la physiologie occidentale. En fait, du coup, il y a deux courants dans cette médecine chinoise. Il y a un courant plutôt populaire qui est donc enseigné à l'université par la plupart des écoles actuelles. Dont le niveau est encore abaissé par des élèves qui ont du mal à comprendre les différences entre les organes et les fonctions physiologiques, parce qu'il y a des noms d'organes qui ont été donnés aux fonctions, ce qui a introduit beaucoup de confusion. Et il y a un autre courant qui est le courant de la médecine impériale, porté par certains mandarins qui étaient des érudits à l'époque,
c'est-à-dire qu'ils étaient formés à l'observation clinique, ils avaient une pensée très structurée, et eux, ils ont vraiment intégré la physiologie dans la médecine chinoise. Oui. Et c'est ce courant dont l'école Hua Tianzhong est l'une des héritières. Ce que vous enseignez. Voilà. Donc, en fait, avec un regard nouveau sur les modèles traditionnels qui sont relus à la lecture de la science moderne. Et l'acupuncture apparaît moins maintenant comme une vision mystique que comme des mots utilisés à l'époque pour expliquer des concepts physiologiques extrêmement complexes concernant la régulation du système nerveux, la circulation des fluides. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un apport, je crois, pendant la dynastie des Yuan. C'est Kubilai Khan, l'empereur mongol, qui était un ami de Marco Polo, par exemple. À cette époque, il y a une transmigration de connaissances énormes. Donc, il y a le fameux Li Sheshen qui est cité dans la médecine chinoise classique, qui essayait lui aussi, à son niveau, de modifier des choses déjà au XVIe siècle. En disant le cœur n'est pas l'organe central, c'est parce qu'on le sent dans la pulsation qu'il en fait est le déterminant de la vie, puisqu'on le sent au pouls, c'est le repère essentiel. Et il disait que c'est le cerveau qui était le repère essentiel du Chen, de l'esprit, de la métabolisation, mais qu'effectivement il y avait encore cette espèce de vision archaïque que le cœur, puisqu'il battait, et lorsque la pulsation de vie s'arrêtait, on considérait que la personne était morte, il était donc philosophiquement mis en avant. Et il a été désigné empereur. Et beaucoup de personnages comme lui, comme Wang Qingren, le dernier, au XIXe siècle, ont énormément écrit sur le sujet de la rénovation de la médecine chinoise. Donc effectivement, on voit bien à travers ce que vous dites qu'il y a deux courants, et puis le courant aujourd'hui est plutôt à la philosophie qu'à la rénovation de la médecine traditionnelle chinoise. Malheureusement avec un milieu assez fermé. Et moi, à mon avis, c'est quand même très dommage à l'heure actuelle ils ont du mal de ne pas actualiser les données physiologiques et de rester complètement déconnecté de la physiologie, de continuer à parler en termes d'images symboliques. Et quelles sont ces grandes fonctions alors ? Alors, donc c'est ce qu'on appelle le Wuxing en médecine chinoise, ou les 5 éléments. Donc, on a la fonction thermodynamique qui est essentielle dans la cellule, puisque c'est ce qui permet à la cellule de fabriquer de l'énergie. Donc, elle fabrique de l'énergie pour s'entretenir, pour se réparer, fabriquer des molécules. Et en même temps, il y a un dégagement de chaleur qui n'est pas un déchet. Cette chaleur, elle a beaucoup de fonctions dans l'organisme, puisqu'elle permet la vitesse enzymatique, la vitesse de la transmission nerveuse, la fluidité des membranes, des protéines. Et donc on pourrait l'associer aussi au système thyroïdien. Voilà, exactement. À la circulation aussi, parce que quand il y a de la chaleur, il y a une microcirculation qui est vasodilatée. Bien sûr. Donc, il y a plus d'apport de nutriments et d'oxygène aux cellules, aux organes, donc une meilleure régénération. Donc ça, c'est pour la fonction thermodynamique. Ensuite, on peut parler... Qui est morphine-like, je crois. Voilà, aussi, oui. Toute la gestion des endorphines. Ensuite, il y a le métal, par exemple, qui gère les échanges au niveau cellulaire. La frontière cellulaire, c'est une membrane intelligente qui accepte certains signaux et en refuse d'autres. Notamment, il faut que les hormones puissent rentrer à l'intérieur de la cellule, les nutriments, etc. Donc tout ça, c'est la fonction métal. Ensuite, on a la fonction eau, qui est plutôt une gestion des réserves et de l'adaptation, donc avec le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Les catécholamines font partie de cette fonction que les anciens en terminologie appellent l'élément eau. Exactement. Mais qui est une fonction en fait métabolique et hormonale. Et la fonction bois est plutôt le système rénine-angiotensine, donc tout le système de tension en fait dans le corps, avec le système rénine-angiotensine qui agit sur le système orthosympathique. Donc, qui est très compliqué, qui est relié au poumon. Voilà. Et puis la fonction terre, chère aux Chinois, qui correspond à l'humidité. Donc c'est tout le système de transformation par le système digestif. Et pour nous, en médecine occidentale, maintenant, ça correspond beaucoup à l'insulinorésistance, c'est-à-dire l'excès de sucre dans l'organisme avec le défaut de gestion correcte par l'organisme, donc des métabolismes du sucre extrêmement perturbés, pré-diabète, avec comme signe clinique une langue avec un enduit blanc et gras, un corps lourd, des œdèmes. Voilà. Et quand vous dites en fait l'élémentaire qui est plébiscité dans la médecine chinoise, parce que dans la tradition un peu philosophique qui ramène tout à la terre, au centre, en fait on retrouve là l'image de la boussole.
Et puisque nord, sud, est, ouest, et le centre est terre. C'est pour ça que, d'une manière très philosophique, il ramène tout à la terre. Mais en fait, c'est un petit peu un abus de langage, parce que chaque organe a des déséquilibres fonctionnels divers et variés. Il y en a au moins une trentaine par organe. Et donc, de ramener à l'élémentaire obligatoirement pour dire j'ai fait le travail, je ramène au centre, c'est un petit peu 2000 ans en arrière à ramener au centre de la boussole, quoi. Ouais, exactement. Vous avez d'autres fonctions ou analogies à nous emmener par rapport à ça? Parce que quand on parle d'acupuncture, les gens imaginent des mécanismes très mystérieux, ésotériques, en tout cas hermétiques. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau biologique, on découvre des effets très concrets. Oui, tout à fait. Alors, par exemple, lorsqu'on insère une aiguille d'acupuncture, on va aller agir sur une enzyme qu'on l'AMPK, c'est-à-dire adénosine monophosphate kinase. D'accord. Donc, en fait, c'est une enzyme qui régule, qui permet de déterminer que la cellule est en manque d'énergie. D'accord. Et qu'il va falloir réorganiser tout le système cellulaire pour pouvoir en fabriquer plus. Alors, on peut comparer, par exemple, l'énergie à un petit voyageur qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate, qui a un petit sac à dos avec 3 piles sur son dos. Et chaque fois que la cellule a besoin d'énergie, il pose une pile. Ouais. Donc, quand il en a posé une, il s'appelle adénosine diphosphate. Quand il en a posé 2, il s'appelle adénosine monophosphate. Ouais. Donc, quand il y a beaucoup d'adénosine monophosphate dans la cellule, ça veut dire que la cellule est en manque d'énergie, puisque chaque voyageur a déposé ses bagages, a usé. Donc, la cellule, à ce moment-là, active cette fameuse AMPK. Et donc, quand on introduit nos aiguilles d'acupuncture, on stimule toute cette réorganisation vers la refabrication d'énergie. À côté de ça, on a un effet sur la microcirculation avec... alors, il faut savoir que chaque maladie commence par une hypoxie, donc c'est très important de... Hypoxie, ça veut dire qu'il n'y a pas de sang à un endroit. Je pas résume, assez d'oxygène. Je vulgarise. Oui, pas assez d'oxygène à un endroit, donc les cellules entrent en souffrance et donc en inflammation, et c'est le début de plein de cascades qui peuvent aboutir à des maladies. Et donc, en fait, l'aiguille d'acupuncture va aller stimuler la fabrication d'oxyde nitrique, par exemple, qui est un vasodilatateur local. Ensuite, on a un effet sur le système nerveux sympathique. C'est celui qui régule les organes. Donc, on peut ainsi, dans les troubles du sommeil, aller stimuler le parasympathique qui apaise l'organisme. On peut travailler en neuro et en hormonaux, si je comprends bien, grâce aux techniques fonctionnelles de la médecine chinoise. On a parlé des endorphines. Toutes les hormones, on est capable de les stimuler. Alors, c'est des procédés un peu particuliers. Il faut bien avoir fait les liens entre la physiologie chinoise classique et la physiologie occidentale. Et je crois qu'il y a aussi une augmentation de la bioélectricité corporelle qui passe de 70 000 microvolts à 90 000 microvolts dès l'instant où on se sert des aiguilles. Voilà, donc en fait l'acupuncture a aussi un effet sur tous les aspects électriques, électromagnétiques de l'organisme. C'est même la seule médecine qui permet de les faire réagir. C'est pour ça que moi je m'en sers beaucoup dans mon activité. Le corps est un ensemble d'organes bioélectriques. Le système nerveux fonctionne par dépolarisation membranaire successive le long du nerf. Donc c'est des courants, des microvoltages, comme vous disiez, de 70 à 90 microvolts. Et le fait d'aller insérer les aiguilles, l'aiguille elle est comme une antenne. On la met dans un point d'acupuncture qui est un endroit qui a une moindre résistivité électrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges d'électrons à cet endroit-là. Et il faut savoir que le vieillissement provient beaucoup du stress oxydant. Le stress oxydant, c'est dans la respiration cellulaire, il y a des fuites d'électrons. La carburation cellulaire ne se fait pas tout à fait bien. Et donc, on a besoin d'électrons pour la régénération, pour aller contre le sens du vieillissement, et l'acupuncture participe beaucoup à cela. Merci, cher docteur Ruella. Je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive à la fin de cette passionnante émission. Merci pour vos explications. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 15h30, dans La Santé Demain. Merci. Sud Radio, La Santé Demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.